Bonjour chers économistes, j'espère que vous allez bien. Avec vous, Abdelmoujib Lamraoui, votre enseignant d'économie et organisation administrative des entreprises. Allez, soyez optimistes et tout ira bien, Inch'Allah. Alors avant de commencer le cours, j'ai fait un petit schéma afin de mettre l'accent sur les éléments du programme faisant l'objet d'évaluation en examen national. Alors, nous allons traiter deux parties. La première partie, c'est la stratégie et la croissance. La deuxième partie, c'est la gestion des ressources humaines. Donc, on va diviser la première partie en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la stratégie. Deuxième chapitre, c'est la planification stratégique. Troisième chapitre, les options stratégiques. Quatrième, la croissance et la concentration des entreprises. Dans la deuxième partie, on va faire une petite définition de la GRH, les domaines de GRH et on va traiter le chapitre 1, les relations humaines dans l'entreprise et le chapitre 2, le recrutement. Avant que l'analyse stratégique n'apparaisse, les entreprises faisaient de la stratégie sans le savoir. La politique générale consistait à coordonner et unifier les différentes fonctions de l'entreprise en vue d'un objectif déterminé de corriger les faiblesses et de capitaliser les forces de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Alors, le terme de stratégie fut longtemps limité au domaine militaire et désigne l'art de préparer un plan. Alors, quelle est la nécessité d'une stratégie pour l'entreprise? La stratégie devient une nécessité pour la survie de l'entreprise dans un environnement très turbulent. En effet, l'entreprise vit face à des défis majeurs. La mondialisation, le progrès technique qu'il faut suivre, l'environnement écologique à respecter qui est en dégradation continue et le coût de l'énergie en hausse continue qu'il faut minimiser. Alors, la gestion au quotidien ne suffit plus pour assurer un avantage compétitif à l'entrepreneur qui doit prévoir les évolutions, anticiper les besoins, transformer les tendances en opportunités. Alors, c'est quoi la stratégie? Donc, c'est notre question cruciale. Partie 1, la stratégie et la croissance. Maintenant, on va traiter le premier chapitre, la stratégie. Alors, c'est quoi la stratégie? La stratégie consiste à déterminer les objectifs à moyen et long terme d'une organisation, puis à choisir les moyens qui permettront d'atteindre ces objectifs. Alors, quelles sont les caractéristiques de la stratégie? La stratégie engage l'entreprise sur le long terme. La stratégie concerne les relations de l'entreprise avec son environnement. Les décisions stratégiques sont du domaine de la direction générale. Maintenant, on passe au métier de l'entreprise, c'est-à-dire c'est quoi le métier de l'entreprise? Le métier de l'entreprise, c'est l'ensemble des savoir-faire et des compétences qu'elle possède pour exercer une activité et répondre aux besoins d'une demande spécifique. Par exemple, le métier de Colorado, c'est la production de peinture. Alors, c'est quoi maintenant la mission de l'entreprise? La mission de l'entreprise, c'est la finalité de l'organisation, son but à long terme. Elle est mise en œuvre par la définition d'objectifs stratégiques. Par exemple, la mission de Walt Disney, c'est de rendre les gens heureux par le divertissement. Alors, quelles sont les finalités de l'entreprise? La finalité est un but abstrait et plus durable que l'objectif, avec des échéances imprécises. C'est la raison d'existence de l'entreprise, la survie et la croissance. On trouve la finalité économique, la finalité sociale et la finalité sociétale. Concernant les finalités économiques, on peut citer les objectifs de rentabilité et les objectifs de longévité. Les objectifs de rentabilité, c'est augmenter la part du marché, réaliser des profits. Concernant les objectifs de longévité, c'est assurer la survie à travers la recherche de la pérennité de l'activité et assurer la croissance, c'est-à-dire se développer et être puissant. La finalité sociale, c'est le respect du code de travail, des règles d'hygiène et de sécurité, des obligations sociales, assurance maladie par exemple, et la distribution des revenus. La finalité sociétale, c'est l'intérêt général, c'est la protection de l'environnement. Produire en polluant le moins possible notre environnement, c'est pour être une entreprise citoyenne. Alors, c'est quoi l'objectif? Un objectif est un but concret que l'on se propose d'atteindre dans un délai précis. Il peut être quantitatif ou qualitatif et à moyen ou à long terme.
Alors, quels sont les facteurs clés de succès? On trouve par exemple l'expérience, la qualité, l'efficacité, la sécurité, la polyvalence, l'économie d'échelle, et ainsi de suite. Maintenant, on passe au deuxième chapitre, la planification stratégique. Alors, c'est quoi la planification stratégique? La planification stratégique, c'est un processus par lequel l'entreprise, à partir de l'étude de son environnement et de ses forces et faiblesses, définit les objectifs auxquels elle veut parvenir à moyen et long terme et alloue les moyens pour les atteindre. Les étapes de planification stratégique: premièrement, on trouve le diagnostic stratégique, deuxièmement, la fixation des objectifs stratégiques et opérationnels, troisièmement, l'affectation des budgets et quatrièmement, le contrôle de réalisation des objectifs. Le diagnostic stratégique. C'est la première étape de la planification stratégique. Il permet d'analyser la position de l'entreprise sur le marché et son activité afin de déterminer ses forces et ses faiblesses. C'est le cas du diagnostic interne. Et les opportunités et les menaces de l'environnement, c'est-à-dire l'analyse de l'environnement, c'est le cas du diagnostic externe, pour qu'elle puisse prendre la bonne décision. Alors le plan stratégique est réalisé à long terme et fixe les objectifs généraux à atteindre, le marché, le métier, la structure. Par contre, le plan opérationnel, ce sont les objectifs opérationnels. À partir du plan stratégique, chaque centre de responsabilité, c'est-à-dire chaque fonction, transforme les objectifs généraux en objectifs opérationnels chiffrés et précise les actions à réaliser dans le moyen et le court terme. C'est-à-dire le plan opérationnel, c'est l'expression chiffrée du plan stratégique. Maintenant, on passe au troisième chapitre, les options stratégiques. On distingue plusieurs options stratégiques. Par exemple, la spécialisation, la diversification, l'impartition, l'intégration et l'internationalisation. La spécialisation, elle consiste à concentrer les efforts de l'entreprise sur son métier d'origine dans le but de dégager des avantages concurrentiels. C'est-à-dire l'entreprise se concentre sur un seul domaine d'activité stratégique, un seul métier. Les modalités de la spécialisation, on trouve la stratégie de pénétration du marché, la stratégie de développement du marché, la stratégie de recentrage, la stratégie de dégagement, bien de désinvestissement. Concernant la stratégie de pénétration du marché, on trouve la stratégie de domination par les coûts, c'est-à-dire minimisation des coûts, c'est l'économie d'échelle. Stratégie de différenciation, c'est-à-dire on doit être différent des autres concurrents par la qualité, l'emballage, les caractéristiques techniques, et stratégie de niche et de créneau, c'est-à-dire un produit particulier et avec une clientèle spécifique. La stratégie de développement du marché, on a l'extension géographique et la recherche de nouveaux clients. La stratégie de dégagement, l'entreprise abandonne une ou plusieurs activités devenues peu rentables. La stratégie de recentrage consiste pour l'entreprise à revenir à son métier d'origine après une opération de diversification, c'est-à-dire l'entreprise choisit de se concentrer sur son métier en abandonnant des activités annexes. L'avantage de la spécialisation, c'est l'acquisition de l'expérience. La limite, c'est le manque de flexibilité. Maintenant, on passe à la diversification, la deuxième option stratégique. L'entreprise a plusieurs métiers. Les modalités, on a la stratégie de placement, la stratégie de confortement, la stratégie de redéploiement et la stratégie de survie. La stratégie de placement qui permet à l'entreprise qui dispose de liquidités d'accroître son portefeuille d'activités. La stratégie de confortement par laquelle une entreprise renforce ses activités actuelles par des activités complémentaires.
La stratégie de redéploiement qui concerne les entreprises cherchant à se reconvertir hors de leur métier d'origine. Et la stratégie de survie qui correspond à une nécessité pour les entreprises dont l'avenir n'est plus assuré dans leur métier de base. Donc ça devient une obligation. Un avantage de la diversification, c'est la répartition des risques. Une limite, c'est la complexité de la gestion. Donc, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. On passe maintenant à l'impartition. C'est une alliance ou un partenariat stratégique entre plusieurs entreprises. Les modalités, on trouve par exemple la sous-traitance, la cession de licence, la franchise, la concession, les groupements d'intérêt économique, les filiales communes, les joint ventures par exemple. La sous-traitance, c'est une entreprise donneur d'ordre peut-on confier la réalisation d'une partie de ses activités à une autre entreprise qualifiée sous-traitant. La cession de licence, une entreprise qui détient un brevet, une marque ou un savoir-faire, peut-on céder l'exploitation à une autre entreprise en contrepartie des redevances. La concession, c'est un contrat par lequel une entreprise appelée concédant s'engage à approvisionner son concessionnaire en produits de sa marque et à lui apporter une assistance technique. La franchise, c'est un contrat par lequel une entreprise, le franchiseur, met à la disposition d'une autre entreprise, le franchisé, son savoir-faire, sa marque, son assistance en contrepartie des redevances. Groupement d'intérêt économique, il s'agit d'un accord par lequel deux ou plusieurs entreprises décident de rassembler les moyens dans une nouvelle personne morale. Les filiales communes ou les joint ventures, c'est une entreprise créée par deux sociétés mères apportant chacune 50% des actifs physiques et financiers. Donc l'avantage de l'impartition, c'est la flexibilité. La limite, c'est toujours la dépendance économique. Maintenant, on passe à l'intégration. L'intégration, c'est le regroupement des entreprises en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou en la faisant disparaître. Les niveaux d'intégration, on a l'intégration horizontale et l'intégration verticale. L'intégration horizontale, c'est le regroupement d'entreprises se situant dans le même stade de production. L'intégration verticale, c'est le regroupement d'entreprises ayant des activités complémentaires dans le sens du cycle de production. Les modalités, on a la fusion, l'absorption et la scission. La fusion, c'est la réunion et disparition de deux entreprises pour donner naissance à une nouvelle entreprise. A plus B donne naissance à C. L'absorption, c'est le regroupement de deux entreprises A et B. B, c'est la société absorbée, disparaît en cédant ses titres à A, c'est la société absorbante. La scission, c'est dans le cas de deux entreprises B et C se partagent la propriété d'une autre entreprise A par achat de parts égales 50% chacune. Donc l'avantage de l'intégration, il s'agit d'une croissance rapide, un processus rapide. La limite, il y a les conflits sociaux et cultures différentes des entreprises fusionnées, malheureusement. Maintenant, on passe à l'internationalisation. L'entreprise développe ses activités au-delà de son territoire national. Les modalités, on a par exemple l'exportation, le partenariat et l'investissement direct à l'étranger. L'exportation consiste à vendre directement les produits dans un pays étranger en passant par un distributeur. Le partenariat avec une entreprise locale qui bénéficie d'un contrat de sous-traitance ou d'une licence. L'investissement direct à l'étranger consiste à créer des filiales à l'étranger. Donc l'avantage de l'internationalisation, c'est améliorer la rentabilité. La limite, c'est toujours avoir des risques politiques, économiques et financiers. Maintenant, on passe au quatrième chapitre, la croissance et la concentration des entreprises. Ce chapitre, on va le diviser en deux parties. Grand 1, la croissance de l'entreprise et grand 2, la concentration des entreprises. La croissance de l'entreprise. C'est quoi la croissance de l'entreprise?
C'est un processus quantitatif d'augmentation de la taille de l'entreprise et de ses dimensions en termes de produits et de résultats, ainsi que le changement de ses caractéristiques qualitatives. Alors, pour mesurer la croissance, on peut se baser sur des indicateurs qualitatifs et sur des indicateurs quantitatifs. Des indicateurs quantitatifs, par exemple le chiffre d'affaires, l'effectif, résultat net, et des indicateurs qualitatifs, le climat social, qualité des produits, évolution de l'image de marque. Donc, pour mesurer la croissance, donc le taux de croissance, ou bien en général le taux de variation égale V1 moins V0 sur V0 fois 100. Quels sont les objectifs de la croissance de l'entreprise? Le premier objectif, c'est la réduction des coûts. C'est le cas d'économie d'échelle. Deuxième objectif, l'effet de synergie. 1 plus 1 égale 3. Troisième objectif, c'est avoir le pouvoir de négociation. Maintenant, on passe au deuxième point de la croissance, c'est les modes de la croissance. On a le mode de croissance interne et le mode de croissance externe. Donc, une croissance interne et une croissance externe. La croissance interne, la construction, par exemple, croissance interne d'une entreprise, c'est la construction d'une nouvelle usine par ses propres moyens. Donc, c'est l'investissement, et non à partir d'une acquisition. L'avantage de la croissance interne, c'est le développement du savoir-faire et l'amélioration du climat social. La limite, c'est la difficulté d'atteindre la taille critique, la taille minimale pour avoir la sécurité. Maintenant, on passe à la croissance externe. La croissance externe d'une entreprise, c'est l'acquisition d'une unité de production déjà existante ou regroupement de deux ou plusieurs entreprises. Les modalités juridiques, la fusion, l'absorption, les modalités financières. On a offre publique d'achat. Une société A s'adresse publiquement aux actionnaires d'une société B pour leur proposer le rachat d'une quantité déterminée de titres à un cours déterminé. Offre publique d'échange. Une société A propose l'échange des actions de la société B contre ses propres titres. Offre publique de vente, achat de titres lorsqu'ils sont mis publiquement en vente la première fois. Et le ramassage boursier, c'est une société A qui achète les titres d'une société B en vue d'avoir la majorité. Alors l'avantage de la croissance externe, c'est une croissance rapide de l'entreprise, c'est un processus rapide. Et la réduction aussi de la concurrence. La limite, c'est le manque d'expérience dans les nouveaux domaines et la difficulté de gestion. Maintenant, on passe au deuxième point de notre quatrième chapitre, la concentration des entreprises. La concentration des entreprises est un processus qui entraîne une augmentation de la taille des entreprises et une diminution de leur nombre. Les raisons de la concentration, c'est la maîtrise d'une technologie, la pénétration d'un nouveau marché et la diversification. Les formes, on a la concentration horizontale, la concentration verticale et la concentration conglomérale. La concentration horizontale, c'est le regroupement d'entreprises ayant la même activité, ayant une activité semblable. La concentration verticale, c'est le regroupement d'entreprises ayant des activités complémentaires. La concentration conglomérale, c'est le regroupement des entreprises ayant des activités différentes. Le holding, c'est la concentration financière qui s'effectue par la propriété d'une partie du capital dans différentes entreprises. Maintenant, on passe à la deuxième partie, la gestion des ressources humaines. Alors, c'est quoi la gestion des ressources humaines? La gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des activités et des pratiques qui visent à développer les compétences et la performance des personnes en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise. Alors, quels sont les domaines de la GRH? Les domaines de la GRH sont la gestion du personnel, les relations sociales, la formation, la communication, la rémunération et les motivations du personnel. Maintenant, on passe au premier chapitre, les relations humaines dans l'entreprise. Alors, quels sont les styles du commandement? On a le style autoritaire, le style paternaliste, le style démocratique ou consultatif et le style participatif.
Le style autoritaire, le supérieur prend toutes les décisions et impose une forte pression, il ne consulte pas les subordonnés. Le style paternaliste, le supérieur prend les décisions importantes et laisse aux subordonnés les décisions qui sont moins riches. Le style démocratique, les subordonnés sont consultés sur les décisions à prendre et le supérieur prend la décision finale. Le style participatif, il se caractérise par la participation des subordonnés aux décisions, c'est la délégation du pouvoir. Maintenant, on passe à la communication interne. La communication interne est un processus de transmission des informations au sein de l'entreprise. Elle regroupe l'ensemble des actions de communication. Le rôle de la communication interne, c'est d'informer les salariés sur la vie de l'entreprise, sur les tâches à accomplir, sur les changements et les nouvelles orientations de l'entreprise et qui va faciliter l'intégration du personnel. On a la communication ascendante et la communication descendante et la communication transversale. La communication ascendante consiste à transmettre les informations d'un niveau hiérarchique inférieur vers la direction générale, c'est-à-dire du subordonné vers le supérieur. La communication descendante consiste à transmettre les informations d'un niveau hiérarchique supérieur vers le subordonné. La communication transversale consiste à transmettre les informations entre des équipes de même niveau hiérarchique. Maintenant, on passe au deuxième chapitre, le recrutement. Le recrutement est un processus qui consiste à choisir entre divers candidats ceux ou celui dont le profil correspond aux besoins de l'entreprise. Les différentes étapes, on a la phase d'étude, la phase de recherche et la phase de sélection et la phase d'intégration. La phase d'étude consiste à déterminer les besoins internes et connaître les profils du poste. La phase de recherche, c'est la prospection. La recherche des candidatures peut être interne ou externe, c'est-à-dire le recrutement interne ou recrutement externe. Ce sont les modes du recrutement. La phase de sélection consiste à trier les candidatures et passer des entretiens de sélection. Des tests, des entretiens, des tests écrits, psychotechniques, etc. La phase d'intégration consiste à accueillir les candidatures sélectionnées et accomplir les formalités administratives, par exemple la signature de contrat et l'embauche. Maintenant, on va voir les modes de recrutement. On a le recrutement interne, c'est la recherche des candidatures internes de l'entreprise, c'est la mobilité interne. L'avantage du recrutement interne, c'est la facilité d'intégration. La limite se base sur les résultats passés du candidat et non sur sa capacité future à remplir le nouveau poste. Par contre, le recrutement externe, c'est la recherche des candidatures externes de l'entreprise. L'avantage, c'est de renouveler les compétences, l'injection de nouvelles idées, l'injection de nouvelles expériences. La limite, c'est le risque d'échec en cas de mauvaise intégration de la nouvelle recrue. Alors, quels sont les moyens de recrutement externe? On a par exemple les annonces de presse, les candidatures spontanées, des cabinets de recrutement, etc. Quelles sont les méthodes de sélection des candidatures? On a le CV. Il permet de donner des informations complètes sur les candidats, des tests psychotechniques, des entretiens d'embauche, etc., etc. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Merci de votre attention et bon courage.